L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares, et le prédateur, affamé, ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meute bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules, et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace.
vastes nappes formées lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué, un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Le monstre du Loch Ness ne vient en réalité pas d'Écosse. Il s'avère que cette créature réelle vivait dans les eaux glaciales de l'Antarctique il y a environ 70 millions d'années. En 2019, des chercheurs ont découvert des fossiles d'un énorme reptile marin préhistorique qui ressemble énormément à la bête que les gens ont fini par surnommer Nessie,
Cet animal était terrifiant, mesurait jusqu'à 11 mètres de long et avait un cou immense semblable à celui d'une girafe. Et il pesait environ 15 tonnes, ce qui équivaut au poids de 3 éléphants. Poursuivons notre liste d'animaux gigantesques avec un pingouin. Je sais, les pingouins n'ont pas vraiment la réputation d'être grands, mais des scientifiques viennent de découvrir ce qu'ils pensent être le plus grand pingouin ayant jamais vécu, le Kumimanu fordyceae. On pense que ces oiseaux géants erraient près de la Nouvelle-Zélande il y a environ 55 millions d'années et qu'ils étaient énormes, pesant plus de 150 kilos. Cela représente environ 5 fois la taille des manchots empereurs, que l'on considère aujourd'hui comme les plus grands parmi cette famille d'oiseaux. Passons maintenant des plus gros aux plus petits. Voici B. Manfred Schmidti, un grand singe ayant vécu il y a environ 12 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Cette créature est très spéciale, car c'est le plus petit grand singe jamais découvert. Et quand je dis petit, je veux vraiment petit. Cet ancien animal ne pesait pas plus de 10 kilos, à peu près la taille d'un chat très bien nourri. Si vous pensez que les petites créatures ne sont pas effrayantes, attendez de voir cette tarentule bleue électrique. Cette nouvelle espèce découverte dans les mangroves de Thaïlande a vraiment l'air d'arriver d'une autre planète. Sa teinte éclatante ne provient pas d'un pigment. Elle a en réalité pour cause la structure unique de ses poils, qui reflète la lumière bleue et lui donne cette apparence d'extraterrestre. Plongeons encore plus loin à présent dans les profondeurs glaciales et noires comme la Poix. À environ 610 mètres de profondeur dans la mer d'Andaman, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de requin fantôme, qu'ils ont nommé Chimaera supapae. Il a l'air tout droit sorti d'un film d'horreur. Un corps lisse et pâle, des nageoires qui semblent serties de plumes et de grands yeux effrayants. Ces requins fantômes ne sont en réalité pas des requins. Ils y sont seulement apparentés, s'étant séparés de leurs cousins il y a environ 400 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne dépassent qu'à peine la taille d'une boîte à chaussures. Vous vous disiez peut-être qu'on avait fait le tour des créatures étranges? Eh bien voici un ancien amphibien du Brésil, scientifiquement connu sous le nom de Carosei. Cette créature géante nouvellement découverte, qui ressemble à un crocodile, vivait pendant la période du Trias, il y a donc plus de 240 millions d'années. Mesurant près de 3 mètres de long, elle possédait une mâchoire puissante, semblable à celle de l'alligator moderne. Cette bête était une vraie survivante. Elle s'était adaptée aux conditions les plus extrêmes que la planète ait jamais connues. L'année dernière, des scientifiques observaient la dense forêt amazonienne de nuit lorsqu'ils sont tombés sur de curieuses araignées oranges qui avaient l'air d'être chaussées de bottes noires. L'équipe a rapidement compris qu'il s'agissait d'un nouveau type d'araignée crabe, mais non, elles ne ressemblent pas du tout à des crabes. Elles ont simplement reçu ce nom parce que, perchées sur des plantes, ces araignées étendent leurs pattes latéralement, comme des crabes. Saviez-vous que certaines nouvelles espèces portent le nom de célébrités? Par exemple, l'icône hollywoodienne Harrison Ford a maintenant son propre serpent. Découverte au Pérou, l'espèce T. Harrison Fordi rend hommage à l'acteur célèbre pour son rôle d'Indiana Jones, un archéologue connu pour sa peur notoire des serpents. Mais contrairement aux vilains serpents des films en question, cette nouvelle espèce est assez modeste en taille, mesurant environ 40 cm de long. Nous avons également le Rhampholeon princeai, une petite, nouvelle espèce de caméléon pygmée originaire de Tanzanie, qui a été nommé en l'honneur du rappeur et poète américain Prince Ea. Il a reçu cet honneur en raison de son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux mondiaux. Un autre homonyme célèbre est un serpent mangeur d'escargots que l'on trouve dans la végétation des forêts du Panama. S. Irmeline DiCaprioae, hommage à notre Léo préféré, mesure environ 38 cm de long et passe ses nuits sur les feuilles de palmier à la recherche d'escargots et de limaces. Ses yeux ronds ressemblent à des braises incandescentes et peuvent être un peu effrayants, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une créature tranquille. Même lorsqu'elle se sent menacée, elle ne mord pas. Elle s'enroule simplement sur elle-même et dégage une très mauvaise odeur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus sinistre. Venomius Tom Hardy. Ce nom vous dit-il quelque chose? Eh oui. Cette nouvelle espèce d'araignée a été nommée en l'honneur de l'interprétation par Tom Hardy du célèbre personnage de Marvel, Venom. La raison? Les taches noires présentes sur l'abdomen de l'araignée rappelaient aux chercheurs le célèbre anti-héros. La plupart des araignées de cette espèce ont été trouvées en Australie, la nuit, assises sur des toiles complexes dans des zones forestières près de la côte. Lorsqu'on les dérange, ces bestioles effrayantes se cachent souvent dans des creux tapissés de soie de branches d'arbres.
Nous avons également quelque chose pour les fans du Seigneur des Anneaux. Dans les eaux vastes et chaudes du fleuve Amazon, des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de pacu. Ce poisson est un parent du terrifiant piranha, avec un régime alimentaire à base de plantes et des dents semblables à celles des humains. Il a été nommé Myloplus sauron, en raison d'une audacieuse marque noire verticale sur le flanc qui rappelait aux chercheurs le symbole de l'œil flamboyant du méchant Sauron de la saga épique de Tolkien. Attendez, est-ce un capybara bronzé ou un chien sauvage? Eh bien, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un cerf nain nouvellement découvert. Cette minuscule créature, à peu près de la taille d'un basset hound, se faufile à travers les forêts du Pérou. Ses grands yeux, son corps trapu et ses pattes courtes rendent cet animal tout simplement adorable. Ce joli petit cerf est le parfait opposé de ce que nous allons voir à présent. Cette créature d'apparence bizarre ressemble un peu à la bête aux 5 dents. Ces fossiles, découverts en Patagonie chilienne, ont montré qu'elle vivait à l'époque des dinosaures, il y a environ 72 millions d'années. Cette découverte est une preuve supplémentaire que des mammifères parcouraient bien cette partie de l'Amérique du Sud, à cette époque. En passant des forêts d'Amérique du Sud au désert d'Australie, nous rencontrons un dragon des sables connu scientifiquement sous le nom de Ctenophorus chacalpa. Avec sa couleur et son corps long et élancé, ce lézard semble tout droit sorti du film Dune. Découvert l'année dernière, ce dragon des sables se fond parfaitement dans les paysages brûlants du grand désert Victoria, dans le sud de l'Australie. Pendant plus de 10 ans, une créature aux grands yeux a réussi à se cacher des scientifiques qui s'aventuraient dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Mais en 2023, le groupe a finalement réussi à prendre quelques photos de cette grenouille qui ne correspondait à aucune espèce connue. Elles sont maintenant connues sous le nom de grenouille odorante de Leishan, une espèce qui mesure environ 5 cm de long et présente de petites bosses sur son corps vert gazon. Au large des côtes du Chili, nous avons récemment découvert un mont sous-marin presque 4 fois plus haut que le Burj Khalifa. Les montagnes sous-marines abritent généralement de magnifiques formes de vie, des jardins d'éponges et des coraux anciens. Mais ce mont sous-marin chilien cachait également un type rare de calmar doté de longs tentacules ressemblant à des nouilles, ce qui lui donne un peu l'apparence d'une assiette de spaghettis sous-marine. Avec ses tentacules, cette étrange créature peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Récemment, des scientifiques plongeaient dans les eaux froides de la péninsule antarctique lorsqu'ils ont cru tomber sur un dragon à écailles ordinaires. Mais cette créature avait quelque chose d'inhabituel. Il s'est avéré que ce poisson avait 2 rayures verticales plus foncées le long de son corps élancé. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en train de regarder une nouvelle espèce, l'Acarotaxis gouldae. Passons maintenant du très bizarre au super mignon. En 2017, des habitants faisaient bien de la plongée près de l'île de Kyūm au Japon, lorsqu'ils ont découvert le Clavellina ossipandae. Cette étrangeté des abysses a rapidement conquis le cœur des gens grâce à son apparence. Ces taches noires ressemblent aux yeux et aux oreilles d'un panda, même s'il faut avoir beaucoup d'imagination. Cette créature filtre l'eau pour attraper sa nourriture et nous rappelle une nouvelle fois que l'océan regorge de merveilles. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes.
Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace, mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous,
Je n'y étais pas. Ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. L'Antarctique, un monde figé dans un froid glacial de moins 43 degrés Celsius, recouvert de glace depuis des millions d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Enfouies profondément sous le plancher océanique, de minuscules gouttes d'ambre doré. Cela signifie qu'autrefois, l'Antarctique foisonnait de vie et était recouvert de vastes forêts. Toutefois, un événement est survenu. Un événement qui pourrait radicalement changer notre perception de l'avenir. Depuis des millions d'années, l'Antarctique est une terre balayée par des vents puissants, où aucune végétation ne parvient à croître. Mais des chercheurs ayant exploré cette région ont pris la décision de percer les profondeurs de la surface antarctique. Ils ont foré à plusieurs milliers de mètres sous la glace et en ont extrait des couches de sédiments anciens. C'est là, piégés dans le temps, qu'ils ont découvert ces fragments d'ambre. L'ambre, résine fossilisée provenant des arbres, se trouve sur tous les continents et renferme souvent des traces parfaitement préservées d'espèces disparues. Des insectes figés dans leur vol, du pollen congelé dans le temps. Ces gouttes dorées peuvent conserver d'anciens et minuscules écosystèmes. Sur tous les continents, mais pas en Antarctique jusqu'alors. La minuscule gouttelette découverte, mesurant entre 0,5 et 1 mm, aussi petite qu'un grain de sable, mais d'une importance capitale, s'était écoulée de l'écorce d'un arbre il y a environ 90 millions d'années. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'ambre ne se forme que dans certaines espèces d'arbres. Celles qui prospèrent dans les forêts tropicales humides et tempérées ou dans les jungles. C'est alors qu'une révélation s'est imposée. L'Antarctique était autrefois une forêt tropicale. Ces minuscules fragments d'ambre, visibles uniquement au microscope, nous racontent l'histoire vivante d'un écosystème florissant. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, l'Antarctique devait être recouvert de forêts denses et marécageuses, peuplées de conifères majestueux, de fougères et de plantes anciennes. Certains de ces fragments montraient des signes de dommages, indiquant que les arbres à l'origine de ces gouttes avaient été endommagés, probablement par des incendies ou des parasites. En dépit de tout cela, et malgré les millions d'années passées dans les fonds marins, cet ambre a étonnamment bien résisté. Il demeure solide, transparent, sans la moindre fissure. En règle générale, l'ambre, lorsqu'il est soumis à une pression intense et des températures extrêmes, se désintègre peu à peu.
Mais ce fragment a survécu, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient également avoir subsisté, et que d'autres découvertes pourraient émerger des profondeurs océaniques. Cela dit, cette découverte n'était pas le premier signe indiquant qu'autrefois, l'Antarctique n'était pas le monde gelé que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, une équipe de chercheurs a percé profondément la surface du fond marin, à proximité du glacier de l'île du Pin, sur la côte ouest de l'Antarctique. Ils ont ainsi extrait des carottes de sédiments enfouis depuis des millions d'années. Cette découverte fut stupéfiante. Dans ces couches de sédiments, les chercheurs ont mis à jour des racines fossilisées, du pollen, des spores. Autant de preuves qu'une ancienne forêt avait prospéré sur ces terres. Depuis cette découverte, l'équipe ne cesse d'analyser ces éléments, consacrant plusieurs années à décomposer les sédiments en milliers de fragments et à les examiner minutieusement sous des microscopes fluorescents, sans rien endommager. En 2020, cette même équipe a découvert un autre élément clé du puzzle. De nouveaux échantillons de sédiments prélevés dans les fonds marins ont mis en lumière un paysage constitué de forêts denses, de rivières et de zones humides, un environnement qui ressemblait davantage à celui du Nord-Ouest Pacifique ou de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi l'Antarctique était-il si chaud à cette époque? La réponse réside dans l'atmosphère. Il y a 90 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient extrêmement élevés sur Terre. Cette période correspondait à l'un des moments les plus chauds de l'histoire de la planète, avec des températures atteignant même les pôles. Imaginez, l'Antarctique ne possédait aucune calotte glaciaire. Au lieu de cela, l'Antarctique aurait pu abriter des insectes bourdonnants, et peut-être même des dinosaures errants à travers ses forêts. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, l'équipe doit encore découvrir davantage de preuves. L'Antarctique demeure un lieu empreint de mystère. Sa couverture neigeuse et glacée rend son étude difficile, au point que nous ignorons même sa véritable forme et ses dimensions. Certaines zones de la calotte glaciaire mesurent près de 5 km d'épaisseur, l'équivalent de la moitié de la profondeur de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la planète. Heureusement, la neige possède une qualité remarquable. Elle parvient à figer le temps avec une parfaite précision. Couche après couche, année après année, elle ensevelit le passé naturel, agissant comme une capsule temporelle. Au début, la neige fraîche est légère et se déplace facilement au gré du vent, remplie d'air. Mais à mesure que les couches s'accumulent, elle se comprime, expulsant l'air et durcissant en une glace dense. Cette pression de congélation emprisonne tout à l'intérieur, conservant d'anciennes plantes, animaux et même des paysages entiers. Les éléments sont littéralement figés dans le temps, car ce froid extrême ralentit le processus de décomposition. Il stoppe la croissance des bactéries, empêchant ainsi la putréfaction et permet une préservation quasi parfaite pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est précisément ce phénomène qui se produit en Antarctique. Les scientifiques doivent scruter cette neige en profondeur afin de découvrir à quoi ressemblait cet endroit il y a des millions d'années. Ce qu'ils ont mis à jour, un monde entier perdu, enfoui sous des kilomètres de glace. Cette découverte se situe sous les glaces les plus épaisses d'Antarctique orientale, près des bassins subglaciaires Aurora et Schmidt. Le poids de la glace, immense et constant pendant des millions d'années, a en réalité protégé la Terre de l'érosion. Les scientifiques surnomment cela le fantôme du paysage de l'Antarctique. Et ce n'est vraiment pas comme le désert plat et lisse qu'on voit d'en haut. Ils ont découvert des rivières qui autrefois coulaient librement, désormais figées sur place. Des vallées sculptées par l'eau. Même 3 énormes collines aux sommets acérés. Mais que s'est-il passé? Pour saisir cela, il faut remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où l'Antarctique faisait encore partie d'un supercontinent aujourd'hui disparu. Il y a des centaines de millions d'années, ce que nous appelons aujourd'hui l'Antarctique faisait partie du Gondwana, un supercontinent gigantesque qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, tous fusionnés ensemble. Cependant, à mesure que les plaques tectoniques terrestres se sont lentement déplacées, le Gondwana s'est fragmenté. L'Antarctique a été déchiré, sa terre s'étirant et se fracturant. Les vastes calottes glaciaires qui se sont formées plus tard ont recouvert ces terres brisées, les préservant comme des fossiles gelés. Au fur et à mesure que la glace se déplaçait et fondait, des vallées ont émergé.
et des rivières anciennes ont probablement acheminé l'eau vers une côte qui était alors située à des centaines de kilomètres de sa position actuelle. Mais ce n'est pas tout ce que l'Antarctique recèle. Si vous enleviez la glace, vous ne découvririez pas un continent plat et désert. Vous verriez un paysage spectaculaire, des montagnes majestueuses, des vallées profondes et même des volcans en activité. En Antarctique occidentale, au moins 138 volcans sont enfouis sous les glaces. L'un d'eux, le mont Erebus, est encore actif. Et à l'intérieur, il possède des grottes volcaniques suffisamment chaudes pour s'y promener en t-shirt. Ah, et si cela ne vous semblait pas déjà assez étrange, Erebus crache aussi de l'or. Oui, de véritables particules d'or provenant des profondeurs de la Terre. Les scientifiques estiment que cela se produit parce que le magma, cette roche surchauffée et semi-fondue sous la surface terrestre, achemine de l'or liquide en remontant. Chaque jour, Erebus libère environ 90 grammes d'or, ce qui équivaut à environ 6 000 € par jour. En une année, cela représente 29 kg, soit plus de 2 millions d'euros qui partent en fumée. Malheureusement, avant d'attraper nos pelles, il faut se rappeler que ce sont des particules microscopiques. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres, soit plus fines qu'un cheveu humain, sans compter qu'elles sont dispersées jusqu'à 1000 km du volcan. Les retrouver relève donc de l'impossible. Cela prouve simplement que, même dans un endroit aussi impitoyable que ce vaste désert blanc, de nombreux mystères fascinants attendent d'être dévoilés. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste encore. En 2017, des chercheurs ont foré profondément sous la glace de la barrière de Ross, pensant trouver de l'eau. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils ont découvert était bien plus incroyable. Une rivière, cachée sous 500 mètres de glace, serpentant dans l'obscurité. Et à l'intérieur, des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes. Elles se sont précipitées autour de la caméra, obstruant l'objectif tout en accueillant les chercheurs. Au fond de ces cavernes gelées, des traces d'ADN ont révélé la présence de mousses, d'algues et peut-être même de minuscules créatures inconnues. Il semble donc que, même dans l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, la vie parvienne toujours à s'adapter. Et qui peut dire ce que nous pourrions encore découvrir aux confins du pôle Sud? Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit. Un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années, l'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système, fondé sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines.
Les scientifiques ont comparé le son bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons? Les baleines discutaient-elles de leurs repas? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour, communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position. Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière. Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au bioduck, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes? Une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque. Cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière. Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète. Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte, le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997,
des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg. Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan? Tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep, l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour. L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne. Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent. Et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, anti signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'1 millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée. 98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires.
La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'un siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius. Mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui. C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts, et les dinosaures parcouraient ces contrées, vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse. Il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux. La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons. En quelque sorte, les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné. Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment pour la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles. Et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore.
et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons. L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leur bloc de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds. Mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit. Et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps. Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé.
Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celle de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux. Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement au trou de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom. Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprit, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants. Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écholocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique. En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible crépitement. En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili.
Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézard ou de serpent, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène stenophila. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui poussent aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines. Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique,
étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année, un volcan, le Hunga Tonga, est entré en éruption, et les ondes de pression générées par cet événement ont été détectées jusque dans la rivière gelée de l'Antarctique. Cette observation illustre les interconnexions étonnantes qui lient tous les phénomènes de notre planète, même dans les régions les plus reculées. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousses et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant,
Faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et va à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%.
À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Il ne ressemble pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela.
Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes.
La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Contemplez ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million. Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus anciens que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre. Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5.
Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange. Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois, il est préférable de ne pas s'en approcher, car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'1 tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'1 tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur, mais il préfère les eaux glaciales de l'océan austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promachocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan austral.
ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne. Un glaciologue de l'Université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, d'où vient ce bruit incessant ? Il est probablement causé par des vents puissants balayant les dunes glacées et générant ainsi des vibrations naturelles. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des Affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Sius courants imprévisibles pouvaient s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage.
Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitation. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique.
Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt.
La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent.